justement un petit moment avec une grande partie des étudiants donc, de l'école Expertnet ici à La Réunion. Donc, c'est des étudiants qui suivent un cycle de cybersécurité Bac+5. Donc, on est sur la troisième, là je suis sur la troisième promo, mais j'ai aussi des anciens étudiants qui participent aussi là, à ce petit, on va dire, webinaire. On a aussi quelques professionnels aussi de la cyber. Sébastien, on a Tanguy ici, on a normalement l'ancienne DSI de la mairie de Saint-Denis aussi, à qui on s'entend très très bien, qui devrait être là aussi, qui devrait nous rejoindre. Dans un objectif, donc moi ça fait, c'est la deuxième année là, troisième année, je me suis lancé sur cette partie cyber ici à La Réunion, en tout cas en tant que formateur. Donc c'est la troisième promo. Il faut une formation, on va dire, accélérée en un an. C'est en partenariat avec, tu connais sûrement l'ESD Academy et Aston, l'école. Donc ils suivent en fait en un an un cursus assez complet en matière de cybersécurité et de sécurité informatique, puisque donc il y a aussi une grande partie organisationnelle. Ils font donc, je peux lister très rapidement, il y a une partie cyberdéfense, il y a une partie test d'intrusion avec Python, technique de hacking avancée, du lead pen tester, de la veille SSI, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce que j'ai oublié, Wargame aussi, du SOC manager, de l'investigation numérique Windows, la partie gestion de projet, et ils font aussi toute la partie organisationnelle, donc SMSI avec 27001, 27005. Et là, on était sur la continuité d'activité sur la 22301. Alors, Et c'est ils ont, avec voilà, ce qui s'est passé avec OVH, le PCA, PRA. tout à fait, voilà, c'est bien ça, on a donné comme exemple. Euh, voilà, donc c'est assez complet dans l'objectif en fait de leur, euh, entre guillemets, montrer un peu tout l'écosystème, tout ce qui est possible de faire dans le domaine de la sécurité informatique et de la cybersécurité, pour que derrière, ils puissent, en sortant de leur cursus, choisir dans quel domaine ils veulent se perfectionner, se spécialiser, ou pourquoi pas donc exercer. Ici sur l'île, même si c'est un peu difficile la situation ici dans le domaine de la cybersécurité, mais c'est en train de se développer. Donc il y a des acteurs qui sont en train de développer le secteur. Donc on a un acteur ici qui s'appelle OpenSphere Exodata, qui est historique. On a Orange Cyberdéfense qui a décidé donc d'investir des moyens sur l'île aussi. On a Zeop, opérateur de télécommunications qui s'est investi. Exo, donc on a Tanguy qui est présent ici, qui a décidé aussi de mettre aussi un accent important sur cette partie cybersécurité. Donc c'est en train petit à petit de se développer et on a comme support l'école Expertnet, on a aussi l'ESRN, c'est l'école supérieure régionale Ouais. du numérique, qui ont aussi une partie cybersécurité Bac+5 aussi, en partenariat avec 3IL en métropole. On a l'IUT de Saint-Pierre, où ils ont fait un partenariat avec Diatim. Ils ont mis en place des Cyber Range là-bas. Donc, c'est une formation Bac+3, je crois Bac+3, Bac+4. Je crois qu'à l'Epitech, il y a aussi des modules de cybersécurité. Voilà, donc c'est en train, au fur et à mesure, de se développer sur La Réunion. Malgré tout, on est quand même, voilà, on est quand même éloigné de tout. Et, euh, et donc, moi, quand on m'a proposé de me lancer sur ces formations, je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait des échanges avec des experts du domaine en métropole ou ailleurs. Il n'y a pas longtemps, on a reçu Didier, que tu connais, Didier Simba, sur la partie RPCA. On a échangé aussi avec, je me rappelle, Karim du côté du Canada, c'est StreamScan. Je ne sais pas si tu connais la solution StreamScan au Canada de détection d'intrusion. Et voilà, donc l'idée, c'est permettre aux étudiants d'échanger avec des professionnels, avec des experts du domaine, que tu puisses présenter un peu ton parcours déjà, parce que c'est un parcours qui est assez inspirant.
Et ensuite, nous parler un peu justement de sur quoi tu travailles, comment tu ta veille aussi, parce que ça intéresse pas mal de gens, la méthodologie que toi tu emploies pour continuer à te perfectionner. Ça intéresse énormément les étudiants, mais même nous, les professionnels. Enfin, tout ce qui est effectivement tes travaux sur lesquels sur lesquels tu peux nous faire partager. Bien sûr, pas tout ce qui est confidentiel, mais en tout cas les éléments que tu peux nous donner dans l'objectif vraiment de leur donner, en tout cas de nous donner envie et de leur donner envie aussi de continuer dans cette voie. Et bah, Voilà, j'arrête de parler. ah non, mais tu as même très, très, très bien fait, cette petite, introduction. Bah, du coup, je vais partager différentes choses. Je t'avoue quand même que, pour être totalement honnête, cette nuit, j'ai pas du tout dormi vu qu'il y a eu une petite chose du coup qui s'est passée. Donc j'ai passé toute la nuit un peu à travailler sur le Ouais, data j'ai leak, vu. scrapping, Ouais, de LinkedIn. D'ailleurs, on pourra parler de ça parce que ça fait aussi partie de mes travaux de manière générale, de recherche, mais aussi un peu du coup, enfin de développement. Mais déjà, d'accord. du coup, on va y aller. Je suis vraiment très content et très honoré vraiment que tu m'aies proposé de venir discuter avec toi, tes étudiants et les autres personnes qui sont là aussi à nous regarder. Donc déjà, merci Shafik pour ton invitation. Là, on va quand même passer une petite heure et quart, un peu plus, un peu moins en fonction de comment ça avance. Le but, c'est vraiment d'échanger le plus simplement Hmm, possible, sans protocole, sans fioriture, sur l'ouverture au monde, mais aussi de manière générale à la cyber. Et tout à l'heure, le petit aparté que tu as fait sur, du coup, un peu aujourd'hui, un peu sur la situation de l'île et haute, du coup, ce genre de choses-là, moi, ça m'interpelle beaucoup. Et enfin, du coup, le but, ce sera un peu de voir comment on peut réduire les distances et hmm. peut-être faire un peu plus de choses pour toi et toutes les personnes qui sont là-bas, les ponts qui sont, mais voilà, on pourra en discuter. Donc voilà, comme j'ai dit, on est entre nous, donc voilà, je vais quand même laisser un bon petit moment vers la fin où là, le but, ce sera vraiment d'avoir ce échange-là, des questions et des réponses, Super. faire. Donc là, rapidement, la manière dont ça se déroulait, donc un peu sur le parcours, les expériences marquantes. Donc là, j'ai un peu enlevé ce que j'avais mis, vu qu'on va couper à ce moment-là. Les outils et la méthode. Donc là, je vais vraiment prendre en plus un cas spécifique de moi aujourd'hui, comment je fais ma recon, concrètement quand je vais être en pentest, en red team, en OSINT et tous les autres trucs à côté. Vraiment parler énormément de l'OSINT, du red team, du scrapping et du data analysis. Donc, j'ai déjà fait pas mal de trucs, surtout sur Twitter, mais aussi sur les data leaks, dernièrement que je traite de plus en plus. Et c'est un peu me tenir à cœur du coup de vous donner trois autres choses, beaucoup plus par rapport au second brain. Du coup, j'expliquerai un peu ce que c'est. Pareil aussi pour la productivité par rapport à Bash et la veille qui est pour moi en fait juste primordiale si on veut par exemple un peu être les premiers sur des sujets, vraiment avoir tout le contexte, toute l'information autour de ça. Donc sans plus tarder, donc je me présente, je m'appelle donc Clément Domingo, je suis beaucoup plus connu sous le pseudo de Sax pour certains. Donc, mon parcours, il est assez atypique, comme tu disais, ou peut-être pas. Enfin, sachant que je fais aujourd'hui de la cybersécurité depuis un peu moins de 10 ans, mais tout ce que j'ai appris en cybersécurité, je ne l'ai pas du tout appris à l'école. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très content qu'il y ait des écoles, un peu comme la tienne, mais comme d'autres aussi, qui permettent aussi un peu de donner un vrai cadre et peut-être un peu les premières bases, les premiers accompagnements à ces personnes qui veulent soit faire de la cybersécurité, soit se reconvertir aussi, parce qu'on oublie qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent aussi dans la cybersécurité. Donc moi, j'ai commencé avec un truc en fait qui faisait un peu BTS prépa autour de l'informatique de gestion à la base, et c'est seulement au bout de la deuxième année où j'ai commencé à traîner sur les canaux IRC, parce qu'à l'époque, je voulais coder un petit cheat sheet sur un jeu qui me permettrait en fait de gagner énormément de temps. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au Python. Donc depuis lors, maintenant, je code énormément de trucs en Python parce que le Python, c'est la vie. Et petit à petit, voilà, j'ai rencontré des gens qui ont vraiment eu, et ça, je pense que je le dirai jamais assez, cette présence d'esprit-là, cette lucidité-là, vraiment d'avoir un peu cette éthique-là, de me dire, bon, ok, tu vas apprendre beaucoup de choses, mais ces choses-là, tout va dépendre de toi. Soit tu les utilises à bon escient, soit à mauvais escient. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup cadré. Et puis, derrière aussi, les expériences que j'ai pu faire, et qu'on parlera peut-être tout à l'heure un peu plus des expériences marquantes, on entrera un peu plus dans le vif du sujet, mais jamais, voilà, il y a eu un peu cette déviance-là qui s'est opérée. Et petit à petit, voilà, j'ai rencontré du monde. On a commencé à faire
CTF. Tout à l'heure, tu parlais un peu sur l'aspect Wargames qui m'a un peu fait sourire. Enfin, du coup, moi aussi, j'ai commencé par là. Et au tout début, quand on faisait un peu des CTF à l'époque, on n'y connaissait absolument rien. On terminait dans les tout derniers. Mais ça, pour le coup, tu vois, ça ne me dérangeait absolument pas avec mon équipe Expresso parce qu'on avait vraiment cette envie-là d'apprendre, cette envie-là de découvrir, de nous confronter à d'autres. Et semaine après semaine, mois après mois, année après année, on a eu vraiment cette chance-là d'être au plus haut niveau jusqu'à être invité en Chine pour affronter les 100 meilleurs au monde, dont des gars qui travaillent chez Google, chez Kaspersky, chez Facebook, en fait, vraiment les grosses équipes de cybersécurité, d'aller en Russie, d'aller en Ukraine, d'aller à Londres pour faire vraiment des CTF. Donc ça a vraiment été une période assez marquante pour nous parce que ça a permis un peu de nous débrider, entre guillemets, voilà, de nous rendre compte qu'on n'était pas si mauvais que ça, qu'on pouvait vraiment se confronter à d'autres et que si l'envie était là, si le travail était là, ça pouvait vraiment totalement continuer. Puis après, un peu en termes un peu d'autres expériences qui ont quand même assez marqué, il y a eu un peu l'organisation aussi de CTF. Je vais juste enlever ça. Et voilà, ça va être mieux. Du coup, l'organisation un peu de CTF, parce que je me suis dit, à un moment donné, j'avais beaucoup appris un peu de la communauté, comment moi je pouvais aussi redonner une partie de ce que j'avais appris à la communauté. Et ça, pour le faire, un des meilleurs moyens, entre autres, il y en a plusieurs, mais je parlerai après un peu plus aussi de mes autres expériences, mais un des meilleurs moyens de le faire, c'est d'organiser aussi à son tour ce qu'on appelle du coup des CTF. Donc j'ai commencé par le Bray CTF avec Caluche, qui est un autre gars d'Expresso. Donc on a monté ça pour la Bretagne. Donc là maintenant, avant le Covid, on devait organiser la sixième édition, mais le Covid a fait que beaucoup d'événements se sont arrêtés. Donc là on va reprendre si tout va bien l'année prochaine pour la sixième. Et donc ça a pris assez rapidement de l'ampleur jusqu'à terminer, être aujourd'hui la deuxième compétition de cybersécurité en France derrière la nuit du hack. Ou le hack maintenant, vu que ça s'appelle plus la nuit du hack. Il y a eu aussi un peu le FIC, où le FIC on a aussi commencé en tant que participant et jusqu'à basculer de l'autre côté pour organiser. Parti aujourd'hui un peu speaker, comme je peux le faire devant toi, tes étudiants, mais aussi devant aussi de plus en plus de décideurs, parce que la cybersécurité, c'est bien d'être entre nous, mais c'est encore beaucoup mieux de partager. Et d'ailleurs, j'avais un prof qui me disait que il y avait deux manières, soit on gardait ce qu'on apprenait, ou soit vraiment on le redonnait. C'est vraiment en le redonnant que l'on grandissait encore plus, que l'on apprenait encore plus. Et donc je suis totalement dans cette démarche-là. Le Python, j'en ai parlé aujourd'hui, je code pas mal de mes outils en Python. J'en parlerai tout à l'heure un peu plus en détail. Et forcément, tout ce qui est un peu à côté aussi, j'ai la chance aujourd'hui d'être DJ en semi-pro. Donc il m'arrive voilà, aujourd'hui de mixer des soirées, des mariages, des gros trucs, de faire de la photo énormément et le Scrabble. Alors on va passer un peu aux expériences marquantes, donc je suis désolé pour le stream, donc juste le couper 10 petites minutes, et, et c'est parfait. Et donc là ensuite, je voulais un peu faire un petit aparté sur Ouais. le cas de la Recon. Bon là par contre, en fait là c'est vraiment mes notes pures et dures, hein. Enfin ce que je fais concrètement pour le faire, donc là voilà, je vais vous le présenter, sachant quand même que cette note, elle est aujourd'hui en fait à 70%, et jour après jour, je l'automatise quoi. Donc en fait, il y a absolument tout qui vient. Cette note-là fait un peu référence à mes différents blogspot, à ma veille, à tout ce que je peux lire, à mes expériences soit en pentest, en red team, soit de manière pro perso. Donc voilà, il y a absolument tout à l'intérieur. Donc voilà, j'ai aussi des notes. Donc là, typiquement par rapport un peu au domaine de information, il y a un peu les outils et la manière assez intéressante pour le faire, passer un peu par Amas, MassDNS, Masscan, Nmap, utiliser Amas en passif pour se focaliser sur ce qui existe déjà concrètement, puis après en mode brut pour voir ce qui nous sort en plus. Typiquement, quand je prends un peu les domaines, oui, tout à l'heure je disais que j'aimais énormément scripter. En fait, je passe un peu ma vie aussi à écrire un peu des one-liners, un peu trop parfois. Et du coup, en fait, ça c'est vraiment du prêt à l'emploi, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je me connecte sur mes différents serveurs et hop, je lance ça. Et du coup, j'ai vraiment tout qui me sort, quoi. Du coup, voilà, passer un peu en mode passive, active, en mode brut, avec mes différentes dictionnaires, et puis après venir faire un peu derrière de l'agrégation, récupérer tout ça, puis concrètement derrière aussi, une fois qu'on a en fait Amas, par exemple, Amas va nous permettre d'avoir de très 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 bons résultats, puis après avec du mass DNS pour un peu ressortir la liste des résolveurs, typiquement un peu comme quelque chose avec différents one-liners pour un peu du coup les résolveurs, c'est vraiment tous les différents
DNS assez performants qui vont être assez rapides pour le faire. Et donc là, si on a vraiment un serveur assez puissant, typiquement avec du Wicker ou du Wicker en parallèle et autres, on peut lancer, par exemple, en fait, du coup, des choses dont on parle très peu, dont on voit très peu. En fait, c'est GNU parallèle. Enfin, du coup, j'adore GNU parallèle en fait ou Xarg, mais GNU parallèle est encore beaucoup plus au-delà. Donc ça permet un peu de paralléliser les tâches. Et du coup, lorsque là où tu aurais en fait un seul thread ou un seul process, du coup, tu peux en avoir 16-32 et donc vraiment venir être beaucoup plus efficace, quoi. Donc là où en fait, on va dire concrètement, une tâche te prendrait, je sais pas, 30-20 minutes, tu peux vraiment, on va dire, la paralléliser et en final, elle te prendrait juste que 5 minutes, quoi. Donc parfois, ça peut être très intéressant. Donc pareil aussi, il y a un peu des choses par rapport pour récupérer que les IP, voilà, deux trois petits one-liners par rapport aussi à Dig. Dig est un peu un résolveur qui va aller récupérer les parties short et script pour faire différentes choses. Nmap, je pense qu'on peut aussi passer totalement un truc sur Nmap. Du coup, je montrerai tout à l'heure des choses parce qu'en fait, Nmap, quand on sait vraiment l'utiliser, c'est vraiment un truc mais de malade. C'est pas pour rien. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Nmap reste depuis 15 ans vraiment l'outil de référence quand on commence vraiment à faire du pentesting, du red team et tout, quoi. Même si derrière, aujourd'hui, tu as d'autres outils qui vont se baser un peu sur Nmap, typiquement Mascan, ce genre de choses qui vont un peu prendre certains ports, mais Nmap reste vraiment le cœur, quoi. Donc un peu là, donc là, il y avait un peu du coup le workflow à faire, tester un peu Meg. Ce qui est intéressant dans cette note-là aussi, mais là qui est vraiment qu'à ma destination, typiquement en fait j'ai un peu aussi des choses que je dis bah finalement en fait c'est totalement évité parce que j'ai pu le tester et me rendre compte que c'était pas du tout intéressant. Typiquement comme Recon NG, bah, c'est pas forcément très rapide. Aquatone au début qui était bien, mais finalement pas trop. Mais par contre en fait le Aquatone Scan parfois assez intéressant. Sublister qui était à un moment donné un peu la référence, mais aujourd'hui plus trop. Et puis tous les autres trucs comme scrapping. Ensuite, par rapport un peu aux assets, il y a aussi un truc sur Security Trails qui est assez intéressant. On peut aussi faire un peu des curls par rapport pour récupérer une adresse IP, les cloud API par rapport au white box, tous les projets un peu comme Project Sonar, Shodan et autres, assez intéressantes. Donc les ASN qui est un peu les Autonomous System et les Autonomous System Number. Et en fait, les ASN, en fait, c'est vraiment ces gros blocs. En fait, c'est vraiment ces énormes serveurs-là avec du PGP derrière, vraiment tous les protocoles assez vraiment du coup comme faire de gros barbus. Mais derrière, quand on a un peu un ASN, on peut commencer un peu à avoir des choses assez intéressantes par rapport à ça. Donc voilà, il y a différentes choses dedans. La démo, du coup, je vais pas trop la faire sur différentes choses. Voilà, où là concrètement, je montre comment on peut partir d'un domaine spécifique, récupérer des choses, faire un peu du filtrage rapidement sur les ports un peu de base 80-443, sur l'HTTP, HTTPS, derrière un peu donc ce dont je parlais un peu sur Xcard, avec 8 threads derrière, -i, où on va un peu reprendre tout ça, puis après, là, je le map un peu dans mon Nmap, avec du set derrière, et donc là, voilà, on commence vraiment à avoir des choses assez ouf. On peut aussi récupérer du coup l'AS dont je parlais avec directement en fait Dig, un Dig, un Wiz dedans, et puis une liste aussi des IP qui sont relatifs à l'AS. En fait, ça c'est très intéressant parce que la plupart du temps, on se rend compte que certes, en fait, sur un AS, parfois, on n'a pas tous les sous-domaines de sous-domaines par rapport en fait, à une structure, par rapport à un TLD, mais depuis l'AS, on peut aussi un peu revenir redescendre là-dessus, et du coup, ça me permet encore d'avoir une carte ou une cartographie beaucoup plus énorme et des choses intéressantes. Puis après, il y a un peu tout ce qui va être domain et subdomain, et donc ça, pour le faire, les moteurs les plus intéressants, bah, Google le premier, mais il y a aussi Baidu que j'utilise de plus en plus parce que le moteur chinois il est assez puissant. Yandex pour le moteur russe, il y a aussi Yahoo, il y a Bing, mais il y a aussi en fait tout ce qui est aussi dark web. Tout ce qui est dark web, on n'entend pas énormément parler de la récon là-dessus, mais il y a vraiment aussi une mine d'or par rapport à là-dessus. Et donc là, typiquement un peu des trucs. Je vais quand même un peu essayer de. Ouais, bon, en fait, vu que le dent aussi passe, je vais quand même essayer de lancer deux, trois trucs par rapport à ça. Ah oui, il faut que je repartage mon deuxième truc. Ah oui. Ouais, non, en fait, non, ça va être beaucoup trop galère si je dois passer d'un Ouais. truc à l'autre. Bon, bah, c'est pas très grave. Voilà, du coup, après aussi sur Shodan, sachant que Shodan, j'ai un compte premium, et donc sur le compte premium, il nous sort vraiment des trucs beaucoup plus énormes par rapport au Shodan de base. Il y a aussi rapid.dns.io, et donc ça, en fait, c'est un projet qui a été monté par un autre hacker de la communauté qui est assez intéressant. Du coup, ça, bah, soit tu as ton serveur, du coup, tu peux hoster le projet qu'il a aussi publié sur GitHub, ou soit tu peux directement utiliser ça du coup sur un de ses serveurs qu'il avait fait, avec des résultats très intéressants. Il y a aussi Netcraft aussi.
Security Trails, Shodan. Je vais un peu parler aussi des moteurs de recherche en ligne. On parle beaucoup de Shodan, mais moi, vraiment, mon préféré, c'est Fofa. Et Fofa, c'est le moteur de recherche chinois. Et en vrai, qui donne quand même 20 à 30% plus de résultats par rapport à Shodan. Donc voilà, mais sinon, il y a aussi Sensys, du coup, il y a BinaryEdge.io. Donc les trois que j'ai mis en gras, c'est vraiment les trois principaux que j'utilise quand je fais vraiment de la Recon et de l'OSINT. Sinon, il y a aussi un peu les Dork Shodan aussi qui sont très intéressantes, les filters. Et donc là, voilà, du coup, là, il y en a quelques-unes par rapport à une adresse IP, du coup, à sa range, et donc au CIDR, comme je disais, soit aussi à l'ASN. On peut aussi un peu récupérer du coup des HTTP.title, récupérer des choses à l'intérieur. Pareil aussi sur Sensys ou sur Binary Edge, sur Zoomai aussi. Puis après, quand on commence un peu à faire là un peu plus en fait du internet de wide scan, donc il y a Projet Sonar que j'ai déjà proposé. Il y a aussi Wayback Machine qui est assez puissant pour trouver parfois un peu des choses qui sont faites il y a 1 mois, 2 mois, 1 an, et parfois qui sont toujours là, mais qui sont plus du tout référencés parce qu'ils ont tout simplement déférencé ça, mais qui sont toujours présents. Donc là aussi, on peut trouver des choses assez folles. Common Crawl aussi, par rapport aussi un peu au certificate, au CTR, donc Certificate Transparency Reports. Google Transparency aussi qui donne un assez bon résultat. Les subdomaines brute force, le reverse IP lookup, tout ce qui va être un peu open vs private. Donc un outil aussi assez intéressant que je vais aussi partager, c'est Sudomai, qui est assez intéressant, vraiment qui va être un peu un agrégat de toutes les plateformes qui peuvent un peu exister et puis vraiment donner un intérêt assez intéressant. Donc là aussi, il y avait aussi une autre démo, mais qu'on pourra éventuellement faire si on a un tout petit peu le temps par rapport à tout ça. Donc là, DNS buffer dont je parlais tout à l'heure. Donc là, automatiquement, on peut le curler avec derrière JQ, qui est assez puissant, et donc faire ces différentes choses-là. Et donc ça, j'avais mis aussi une petite note, parce que quand on commence un peu à faire ce genre de choses-là, assez rapidement, on passe entre différents, différents trucs un peu de Python, et parfois c'est vraiment très casse-tête. Et donc ça, un truc assez simple pour le faire, c'est d'utiliser un peu Pianf, donc les environnements virtuels. Et donc ça, très facilement, on peut un peu installer la version de Python que l'on veut, créer un virtuel environment par rapport à ça, le nommer, et assez rapidement l'activer. Et tout ce qu'on va faire dorénavant, ça va vraiment être dans ces virtuels environnements, quoi. Donc ça a un double intérêt. Déjà, ça permet de ne pas casser sa distribution de base, donc de ne pas rajouter du bruit, et surtout d'avoir vraiment des choses qui soient très 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 cloisonnées, quoi. Donc du coup, moi j'adore vraiment les Pianf quand je commence un peu à faire des trucs différentes choses. Du coup, il y a Hide Witness qui permet un peu de prendre des captures d'écran. Donc là, le but, c'est un peu que lorsqu'on va commencer à avoir 2000, 3000, 4000 IP, en fait, on n'a pas du tout le temps vraiment de passer son temps un peu à le faire à la main. Donc, Eyewitness, en plus, avec du Docker derrière, ça nous permet vraiment de prendre des captures d'écran, voilà, de tout ça, de voir ce qui est en 403, ce qui est en 404, ce qui est en 200. Donc en 200, ça veut dire que ça va être bon. Du coup, je vais pouvoir un peu après, derrière, le vérifier à la main ou faire beaucoup plus de choses. Par contre, si c'est en 404 ou si c'est en 502, donc ça veut dire que soit la gateway n'est pas là, soit il y a un reverse proxy. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment des choses qu'on commence un peu à développer, bah, vu qu'on les fait, quoi. Donc on commence à être assez à l'aise avec tout ça. Donc command crawl, donc je parlais, wayback machine aussi, sudomai, nocpy, curlit. Donc ça aussi, c'est un petit script que j'ai développé qui va me permettre aussi rapidement de récupérer sur toutes les outputs d'un domaine spécifique ce qui va être bon ou pas. Nmapit aussi, et du coup, bah, tous mes one-liners qui vont me permettre rapidement d'aller rapidement, quoi. Et donc ça, j'ai un peu mis donc le DNS brute force, ça c'est vraiment quelque chose à faire. Commencer vraiment toujours de manière passive, active et brute force, sachant quand même que le brute force prend quand même toujours beaucoup plus de temps vu qu'on est basé exclusivement sur des listes. Et les listes aussi, c'est très important par rapport au domaine qu'on va venir un peu attaquer, suivant que ce soit, comment dire, quelque chose qui soit français, quelque chose qui soit anglophone, quelque chose qui soit africain. Il faut vraiment que nos listes, nos dictionnaires soient vraiment adaptés à ça, quoi. Donc ça aussi, c'est un petit truc à faire. Puis après, il y a aussi un peu du coup du Go Buster. Donc là où j'ai, comme je disais, hein, vraiment du coup un peu mes one-liners qui sont prêts à l'emploi. Je prends ça, je le mets à l'intérieur, puis après j'enchaîne tout ça dans mon framework. Donc là, j'ai un peu mes différents levels où là, on commence vraiment à aller de manière beaucoup plus loin. Et du coup, bah, tout le taf est fait, quoi. Et là, on commence un peu à trouver des choses qu'on ne trouverait pas du tout ici, qu'on ne trouverait pas du tout ici, qu'on ne trouverait pas du tout ici. Et donc là, déjà qu'on est au level 4, pour information, quand on est un peu au level 4, ça quand même demande un serveur assez puissant. Et donc là, il faut quand même un peu le laisser tourner beaucoup plus de 24 heures, quoi, pour commencer à avoir des trucs assez intéressants et vraiment trouver des choses que les autres ne trouvent absolument pas. Puis après aussi, j'avais un peu fait aussi
du coup, dans tout mon process un peu aussi de recon mail aussi, envoi de mail automatique quand tout ça a été fait. Puis après, tout ce qui était un peu cloud storage, les buckets, les API, les comptes social media accounts comme Passbin, Trello, les forums, voire techies des employés. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment aussi une source d'information dont on parle très, 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 très peu. Les Google Analytics, les supply chain attacks, ça aussi, on en parle aussi énormément. Enfin, du coup, si vous suivez un peu plus l'actualité par rapport aux cyberattaques, en fait, les supply chain attacks, aujourd'hui, c'est un peu le must parce que les cyberattaquants, ce qu'ils vont faire, ils savent que l'entreprise mère va être quand même assez sécurisée. Donc, ce qu'ils vont faire pour rentrer en fait dans cette entreprise mère-là, c'est de passer un peu par les fournisseurs qui ont parfois un système d'information qui est totalement pété. Et donc, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle les supply chain attacks. Donc, ils vont passer par ça, puis après rebondir comment on appelle en fait, du mouvement latéral jusqu'à arriver dans le système mère même de l'entreprise, quoi. Donc après, il y a un peu public 3W aussi qui permet un peu vraiment de voir les snippets de code pour trouver des pages cachées basées sur le logo du site, par exemple. Il y a du coup Wayback, qu'on ne présente plus du tout, qui est vraiment un truc à faire. Après, un peu, du coup, tous mes scripts très, très, très perso, donc comme Command Crawl, les one-liners que j'ai. Et après aussi, tous les sites un peu en ligne qui vont permettre rapidement d'avoir de l'information. Les outils GitHub aussi, AlDNS, mais Google Doc aussi un peu spécifique. Voilà, ça aussi c'est vraiment aussi vraiment une mine d'informations. Eyewitness, les one-liners, BigQuery, Crunchbase. En fait, je pourrais un peu passer 2-3 heures à passer à vous du coup présenter tout ça, quoi. Du coup un peu mes Google Keys, donc mais du coup mes découvertes autour de tout ça. Nmap, du coup les scripts vraiment à faire, donc les trucs à tester dans l'URL qu'on fait un peu de l'URL du coup pour du routing. Et là on commence vraiment à être dans des choses assez spécifiques, assez tunées, où on est assez intéressant. Donc là aussi, ça aussi, c'est un petit one-liner pour permettre un peu de générer des caractères pour vraiment venir un peu casser du coup tous les API, vu que les API aujourd'hui c'est un peu le talon d'Achille de beaucoup de systèmes d'information, vu qu'aussi de plus en plus de systèmes d'information ont des API, mais quand c'est mal fait, on peut vraiment trouver avec des caractères totalement spéciaux, hexadécimaux, vraiment faire un peu du triple encoding, du double encoding, et vraiment commencer à trouver des choses totalement weird. Et c'est là où ça commence à être assez intéressant, du coup, avec des choses assez bizarres un peu à l'intérieur, donc tout ce qui va être un peu Open Redirect, SSRF, le brute forceur en ligne avec FUF, le vhost enumeration, FUF, en mode un peu beast, là vraiment pour tuner FUF, pour aller vraiment taper gros, get all, subdomain, shodan, mais tout doux encore, du coup, mais Sidroscan et autres Nmap toujours et encore, qui est plutôt pas mal. Et donc, ce qui est bien, c'est que j'ai aussi des historiques, du coup, des choses que j'avais lancées, d'autres choses qui n'étaient pas forcément bien, et d'autres là, pas forcément. J'ai aussi mes petites notes perso dans tout ça. Pareil aussi pour les Google Tag Analysis, il y a aussi le scan en masse avec FUF, toujours, les brute force. Donc ça, c'était un peu l'autre version encore, qui est encore à un autre niveau. Tout ça, voilà, les to do. Voilà, encore et encore. C'est énorme. Et encore, voilà. En fait, là, c'est vraiment pour le coup des mois et parfois un peu du coup des années de recherche, mais aujourd'hui, voilà, qui me permet d'être assez efficace quand je fais du bug bounty, du coup, vraiment d'aller taper des choses que les autres ne voient pas, et puis vraiment être efficace par aussi dans mes engagements en pentest, dans mes engagements en red team, dans mes engagements quand je vais faire de l'OSINT pour des boîtes ou à titre perso, voilà, tout ce genre de choses-là, quoi. Donc voilà un peu les outils, voilà, j'aurais pu passer encore 2 heures à vous montrer tout ça, mais hélas, le temps est aujourd'hui parfois notre allié, et parfois un peu n'est pas du tout notre allié. Après un peu mes travaux de recherche, je fais beaucoup du coup d'OSINT, donc là vous avez pu un peu vous en rendre compte autour de tout ça, avec où je viens venir un peu rescripter d'autres choses autour un peu du coup de Maltego, pareil aussi sur les réseaux sociaux, le Red Team, j'en fais beaucoup, le scrapping qui est aujourd'hui devenu une de mes passions à beaucoup des égards, parce qu'aujourd'hui savoir un peu récupérer de l'information assez rapidement, le plus vite, c'est primordial. Donc du data analysis sur Twitter, donc j'ai publié 2-3 blogspots sur LinkedIn ou sur Twitter, où là j'ai un peu analysé du coup des tendances qui ont pu se passer, soit sur la cybersécurité, soit sur des autres choses, pour voir réellement ce qui se passe derrière, comment faire tout ça, puis après les mettre dans des outils un peu comme Gephi pour retracer un peu du coup des réseaux, voir un peu les comptes les plus actifs, les comptes dormants, les bots, tout ça. Du coup, j'adore ça, le Data Leak. Donc, celui en tête, c'est celui un peu de LinkedIn sur lequel je suis en train de travailler, mais aussi j'ai eu la chance
d'être la personne une des personnes qui a dévoilé en France le data leak d'un demi-million de patients sur les données de santé, qui a vraiment fait un énorme tollé. Donc voilà, donc tout ça, j'ai pu le traiter. Et traiter aussi du data leak, c'est encore un autre niveau, parce qu'on a aussi une énorme masse d'informations, mais là, il faut savoir la structurer, soit en ligne de commande, soit la mettre un peu dans des bases SQLite, soit aller du coup requêter là-dessus et pouvoir un peu récupérer ce qu'on appelle les différents artefacts, les différentes informations pertinentes à donner soit aux journalistes, soit au grand public, mais juste aussi pour soi, savoir en fait quel va être un peu le pourcentage de mails pro, sur les mails pro, qu'est-ce que ça va plus être quelque chose qui vont être dans les grandes administrations, du truc privé, ce genre de choses, quoi. Du coup, aussi quand on va y avoir des mots de passe, est-ce que les mots de passe, c'est déjà en fait du reuse, voilà, du coup, il y a tout ça aussi. Voilà, et donc là, on arrive déjà à la partie aller plus loin, donc là, c'est le second brain, donc là, il va falloir juste que je change de truc, parce que ça, je voulais absolument partager avec tout ça, parce que ça me tenait, Ok, c'est gentil. parce que ça me tenait vraiment à cœur, et en fait, c'est concrètement, moi, aujourd'hui, au quotidien, bah, comment je fais ma veille. Et j'ai découvert, il y a quelques temps de ça, un concept qui s'appelle un peu le second brain. Donc, le second brain, déjà, pour commencer un peu à vous introduire ça, en fait, aujourd'hui, notre cerveau, c'est le truc qui est le plus puissant. En fait, on a vraiment absolument tout. Sauf que parfois, à juste titre ou à tort, on n'utilise pas bien. Et le but, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, et parfois, ces choses-là, s'il n'y a pas de la redite, s'il n'y a pas un peu une revue, en fait, on oublie les choses. Bah, parce que c'est vraiment le cours normal des choses. Et donc, le but un peu du second brain, c'est d'avoir quelque chose qui soit à côté, donc comme son nom l'indique, en fait, un second cerveau. Ce second cerveau-là, le but, c'est un peu d'avoir une prise d'information qui soit pertinente, intelligente et intelligible. Donc concrètement, le but, c'est de lui donner un peu au futur toi, donc futur toi dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, les billets pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Donc là, je vais prendre 2 exemples pour expliquer ça. Combien de fois, je sais pas, je sais pas, dans ton enfance ou dans ta jeunesse ou dans tes études supérieures, tu as vu des choses qui étaient assez intéressantes, que tu as retenu sur le coup, et quelques temps après, tu as voulu un peu les retrouver, du coup, tu n'as pas pu retrouver ça, du coup, tu as dû perdre un peu du temps, soit sur Google, à retrouver l'information, mais combien de fois Mm. encore tu as dû soit lire des choses qui n'ont rien à voir avec la cybersécurité, bah, soit des citations, ou soit au détour d'une conversation avec des collègues, avec la famille, avec des amis, des choses mais très intéressantes, très pertinentes, tu te dis, bah, ça, il faut vraiment que je le retienne. Et du coup, tu l'as pas noté, et quelques temps après, tu as voulu retrouver soit la référence et autres, tu l'as pas eu. Et donc, en fait, le second brain, le but, c'est vraiment de pouvoir avoir de l'information pertinente et autres. Et donc, moi, donc là, concrètement, moi, c'est ce que je fais. Donc, quand je lis des choses et donc vraiment qui me semblent pertinentes et que je sais que je vais un peu réutiliser énormément. Donc, typiquement, quand je vais faire un peu du coup de la diffire, aujourd'hui, là, concrètement, quand je vais un peu intervenir sur une réponse incident, que ce soit du Linux, du Windows, de la sandbox, je sais exactement quels vont être un peu du coup, les bons événements à les récupérer automatiquement quand ça va être un peu en Bien. termes un peu de informatique. Du coup, aujourd'hui, j'ai un peu limite Mm. tous mes modes opératoires qui sont vraiment à là. Donc, typiquement, un peu Wow. comme Darfan et Shellback, où ça va se trouver à un niveau un peu du key register, vraiment ce genre de choses-là. Donc, forcément aussi par rapport au cyberharcèlement, par rapport à la désinformation, par rapport aussi, je sais pas, au CTF. Aujourd'hui, concrètement, comment monter en place un CTF from scratch. Donc là, j'ai vraiment toute ma note qui est là. Aujourd'hui, j'ai juste appuyé sur un script sur mon serveur. Voilà, aujourd'hui, je te lance une plateforme de CTF en 5 minutes avec tout qui fonctionne bien, tout qui run bien. Voilà, tout ça c'est parce que j'ai pris un peu le temps de passer des minutes, des nuits, des jours, parfois des semaines, pour que ce soit en fait prêt et que demain j'ai plus du tout à me casser la tête là-dessus. Du bug bounty, ça j'en fais beaucoup. Aujourd'hui j'ai toute ma procédure au poil quand je vais faire un peu du bug bounty par rapport à différentes choses, de l'Android Mm. aussi. Bon, l'Android c'est encore autre chose. Frida qui est juste en fait la vie. Donc là aussi typiquement aussi mes différents labs, Genymotion, comment faire du Genymotion, je sais pas, les différents émulateurs à avoir, comment les faire, que ce soit physique, soit virtuel. Concrètement, aujourd'hui, quand je vais pen tester une application mobile sur Code Analysis, comment en fait tout ça va venir un tout petit peu s'imbriquer, tout ce qui va être un peu APK, tout à l'intérieur, l'Android en lui-même avec les différents process. En plus, ce qui est bien dans tout ça, c'est que quand je clique en fait automatiquement là-dessus, du coup, voilà, ça me bascule dans mes notes à notes. Donc en fait, je peux vraiment naviguer comme ça, venir et encore. Donc voilà, j'ai un peu tout ce que je veux à l'intérieur. Et à côté de ça, du coup, j'ai aussi développé, codé un petit script. Du coup, il va falloir que je switch à nouveau, que je fasse ça, que je fasse. Tiens, hop, ça va être ça.
Bon, bah là, par exemple, là, typiquement, vous voyez un peu que je suis en train de travailler un peu sur le leak. Mais du coup, ce que je disais un peu, hop, je vais juste faire ça. Donc, j'ai codé un petit truc, en fait, qui va me permettre, je sais pas, par exemple, si je sais pas si on cherche un truc autour de Python, automatiquement, bah, je sais que dans toutes ces notes-là, du coup, j'ai des choses, en fait, autour un peu de Python. Et puis après, à l'intérieur de ça, du coup, si c'est un peu plus des choses autour du P4, du coup, je sais actuellement ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, du coup, je vais pouvoir switcher à l'intérieur, récupérer ce qu'il me faut. Euh, et quand bah, j'ai fini, hop, autant pour moi. Et quand j'ai fini, du coup, je peux vraiment avoir bah, tout ce que je veux et bah, là-dessus, quoi. Hop, et là, on va revenir. Ah oui, que je fasse ça. Ah oui, juste avant, il fallait que je parle de quoi ensuite? Ah oui, ah bah non, on va rester là-dessus. J'aurais pas dû cliquer. Après aussi, je voulais un peu vous parler du coup de la productivité bash. Enfin, du coup, je passe beaucoup de mon temps en ligne de commande. Et en ligne de commande, bah, pour être pratique, en fait, il y a vraiment des commandes que l'on tape encore et encore. Du coup, j'ai beaucoup en fait d'alias qui me permettent vraiment d'aller beaucoup plus rapidement. Et donc, concrètement, si je vous montre un petit truc, non, on va plutôt y aller avec. J'ai différents alias là qui me permettent un peu voilà, de lancer les choses de manière très rapide et donc vous montrer concrètement ce que je fais. Donc là aujourd'hui, si je tape ça, c'est que je fais en fait un tab, j'ai un peu mes différents trucs, suivant que ce soit un tout petit peu du coup, un peu de la recon. Automatiquement, je sais un peu tous les types de recon que je vais parce que derrière, c'est un peu les commandes que je vous avais montrées précédemment qui vont permettre un peu d'aller beaucoup plus rapidement. Quand ça va être aussi un tout petit peu du coup de l'Android, il y a absolument tout qui est là. Et puis pareil quoi. Donc là, le but c'est vraiment d'être productif, d'avoir un environnement assez comment dire convivial, intéressant pour pouvoir faire beaucoup plus de choses et être pertinent. Voilà. Et la dernière chose que j'avais à présenter, c'était quoi? Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, le dernier sujet, c'est un peu la veille. Comment moi je fais ma veille au quotidien. Aujourd'hui, je suis sur beaucoup de canaux Telegram parce que Telegram, c'est un peu le bon pendant entre le dark web, le deep web, toute cette partie-là et un peu l'internet normal. Et derrière, j'ai aussi, du coup, maintenant vous le savez, j'aime beaucoup coder en Python. Donc derrière, en fait, j'ai un petit bot Python qui va un peu venir scroller tous les canaux, que ce soit en arabe, que ce soit en russe, que ce soit, je sais pas, en chinois. Et en fait, du coup, derrière, il va faire ce qu'on appelle du pattern matching. Et quand il va y avoir certains mots-clés qui, moi, vont m'intéresser dans la période où je suis, ou soit de manière générale, comme des choses un peu comme data leak, comme leak, de manière générale, comme tout ce qui va être un peu OSINT, tout ce qui va être un peu red team, tout ce qui va être un tout petit peu ce type de document, automatiquement, le poste là va être pris et exporté vers un autre bac à sable où va y avoir du coup ensuite un second niveau d'analyse encore par un autre outil avant que moi je vienne faire un peu du coup en fait l'analyse un peu humaine pour me rendre compte que finalement c'était très intéressant. Finalement, dans mon outil, il y a eu un peu de petit trou et donc là je vais venir automatiquement venir comment dire corriger ça histoire quand même que cette vague là ou au contraire soit vraiment très pertinente. Sinon l'autre moyen où je le fais c'est énormément sur Twitter. Du coup, j'ai les groupes, j'ai aussi différentes choses qui vont me permettre un peu de suivre certaines personnes, certains gars qui vont poster des choses intéressantes. Mais surtout, ce que je veux dire par rapport à la veille, c'est bien de la faire de la veille, mais si cette veille-là n'est pas productive, comme j'ai pu vous le montrer un peu par rapport un peu au second cerveau, que vous n'extrayez pas de l'information pertinente, en fait, ça sert pas à grand chose. Du coup, tu vas lire de la chose, ok, ça va être intéressant pour une semaine, un mois, mais après, du coup, tu vas forcément l'oublier. Quand on fait de la veille, le but, c'est vraiment de pouvoir extraire des choses pertinentes soit à court terme, soit à moyen terme et sur du long terme, quoi. Et derrière aussi, maintenant de plus en plus aussi par rapport à LinkedIn, parce que sur LinkedIn aussi, il y a des choses qu'on ne trouve pas sur Twitter, que l'on trouve exclusivement sur LinkedIn. Et puis après, voilà, tous les autres moyens, aller dans des confs, venir parler à des gens, et voilà. C'était Ouais. très, très, très intense, très rapide, mais le but aussi, voilà, c'est qu'on puisse prendre les 10-15 dernières minutes pour les Ah échanges. ouais, Voilà. c'était super riche, franchement. Merci pour tout ça. Je pense que tout l'assemblée, là, tous ceux qui sont là, sont ravis pour ce partage. Mais vraiment, je, j'ai plus de mots tellement j'ai vraiment apprécié. L'idée pour tous ceux qui sont présents, c'est effectivement si vous avez des questions à poser à Sax,
Il ne faut pas hésiter, il faut en profiter au maximum. On a encore quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à activer votre micro parce que je crois que je n'ai pas désactivé. Et à poser vos questions. C'est toujours la première qui est un tout petit peu compliquée pour Ouais, se mais lancer. ils sont pas timides là. Là, je sais Bon, bah, que nickel alors. il y a Ouais, ça va, Sébastien. Ah, je voilà, vais lancer le truc alors. Alors déjà, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant et très bien Seb, structuré. juste, Oui, est-ce que ça serait bien pour que ça serait bien de se présenter un tout petit peu, d'accord, ok. qui tu es. Alors je m'appelle Sébastien Ramella, je travaille pour The Hop Entreprise. Notamment, on est en train de développer la partie cybersécurité. Voilà, donc en ce moment même. Je m'intéresse au hacking depuis très longtemps, donc je vois un peu comment ça se passe. Je suis contributeur pour Metasploit, notamment le dernier en date, c'est le combo enfin, de 3 modules pour Proxylogon. Voilà, un petit peu, je m'intéresse au reverse engineering, au forensic, un petit peu à tout ce petit monde-là. Et voilà. Alors merci beaucoup parce que c'était vraiment très intéressant et très enrichissant. Moi, je suis un peu pareil, j'aime beaucoup partager je vois que l'état d'esprit, en fait, qu'on retrouve un petit peu dans la communauté, il est là. Et oui, la question que j'avais en tête, c'est, je vois que tu es très organisé, par contre, et que tu es très Markdown. Et on connaît les habitudes des pentesters. C'est la vie de Markdown, mais bah, d'ailleurs, tous mes reports et autres, j'ai aussi, oui, ce que j'ai pas dit, un autre script aussi derrière qui me prend automatiquement au Markdown, qui me fait plus ou moins un doc propre en PDF et hop, ça balance quoi. Ok. Et oui, et en fait, dans quelle communauté on peut te trouver je sais pas si tu es sur Zeng Security, je sais pas si je t'ai vu là-bas ou si tu es sur une autre communauté ou... C'est une très bonne question, Seb. Et bah, déjà, bah, je vois aussi que je fais beaucoup de choses et c'est juste super du coup de contribuer dans des projets parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas aussi meilleure école vraiment pour bah, déjà se confronter à d'autres, savoir un peu rentrer un peu dans un process, mais surtout bah, quand c'est encore plus dirigé vers la communauté, c'est top. Pour les communautés, c'est une bonne question. Au tout début, j'étais bah, très actif dans beaucoup de communautés. Bah, forcément, déjà dans la mienne, sur Expresso, on avait un peu le canot IRC qui existe toujours. Pareil aussi sur NPN, sur RootMe, sur Zinc, mais assez rapidement, bah, quand on commence, enfin, je dirais pas un peu à prendre, à avoir beaucoup de choses à faire, c'est très compliqué de continuer à rester là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, ça a été totalement un choix totalement personnel, plus en fait de me, entre guillemets, un peu de me retirer de ces communautés-là, vraiment de faire d'autres choses, mais je suis toujours autant actif dans la communauté quand il va s'agir un peu d'événements très ponctuels où là je vais présenter des choses, juste aller retrouver. Mais là, concrètement, aujourd'hui, me retrouver sur IRC et autres, non, bah, sur Discord aussi, pas du tout. Mais je sais que normalement, si tu me pings sur Freenode, du coup, bah, j'ai toujours un peu mon compte qui est dispo. Sur Discord, même s'il n'est pas toujours activé, par ici, si tu me cherches ça, tu vas le trouver. Mais sinon, beaucoup plus en fait sur Twitter, quoi. Aujourd'hui, je pense que Twitter, c'est là où je suis Ouais. le plus présent voilà, pour interagir ou un peu suivre soit mon actualité, ce que je vais faire ou juste partager, quoi. Ouais, très, très bonne source d'information, Twitter. Ouais, et encore Twitter aussi, je pense que si Shafik parvient à vous trouver un gars aussi qui fait pas mal de Twitter, il y a aussi énormément de choses à apprendre sur Twitter. Ouais, Merci. merci. Bah, si tu as une autre question, il ne faut pas hésiter. Sinon, les étudiants, il ne faut pas hésiter non plus. J'ai vu, il y a Fabrice, il y a Tanguy présent. Je vous tends la perche pour poser vos questions. Allô, allô. Ne faites pas le timide, Sébastien a déjà lancé là, donc vous n'êtes pas le premier. Ouais, j'ai une question. Olivier. Alors, présente-toi, Olivier. Ouais, bah moi c'est Olivier, du coup je suis étudiant à Expernet. Moi, j'aime vraiment toute la partie technique, tout ce qui est pentest, CTF, j'en fais un peu aussi. Et du coup, la question, ça serait toutes ces documentations que tu as mis sur le côté, là, ça t'a pris combien de temps pour mettre tout ça en place? Parce que j'ai vu que c'était vraiment énorme du coup.
Ouais, et merci Olivier pour ta question. Et comme je disais, en fait, ça c'est peut-être aussi un peu pour rebondir sur ce que Seb disait juste avant. Ouais, j'avoue que je suis quand même enfin, je dirais pas organisé, mais du coup vraiment être pragmatique et un peu la gestion de mon temps, elle est assez importante. Ah oui, petite fun fact sur moi ou pas du tout. Je fais un peu ce qu'on appelle du sommeil polyphasique. Donc ça veut dire que je peux dormir 1h30, qui est un peu le cycle normal d'un être humain classique, en fait, toutes les 5 heures ou toutes les 4 heures, ou encore soit faire en fait un ou deux ou trois cycles d'affilée, et puis après entrecouper du coup de sieste. C'est vraiment en fait vraiment l'optimisation de tout ça. Bah, du coup, un peu m'amène du coup à être un peu plus global. Et donc pour répondre à ta question, du coup en fait ça me prend là pour tout ce que j'ai pu montrer un peu, ça m'a pris en vrai 3 ans et encore, je pense que j'aurais pu en avoir beaucoup plus, mais c'est juste qu'avant que je connaissais pas, que je n'étais pas forcément organisé, mais depuis 3 ans aujourd'hui, voilà, je commence vraiment à organiser tout ça et surtout bah, derrière, dis-toi vraiment que le temps que tu vas penser perdre, à la limite à lire pendant une journée, ne serait-ce qu'une petite documentation, juste prendre le temps vraiment de bien la mettre en place, mais c'est en fait des jours, des mois gagnés quand tu vas vraiment être sur le coup, quoi. Donc ça c'est vraiment le truc, le message à passer. Et donc ça c'est, je pense vraiment, tu vois, aujourd'hui s'il y a un truc à retenir de tout ce que j'ai pu dire, en fait tout le reste on s'en fout, mais juste en fait organise-toi, mais limite bah, tout ce que tu vois, même si tu penses que ça va pas te servir dans l'immédiat, mais vraiment prends le temps juste de bien organiser ça petit à petit, et tu vas voir que vraiment en termes un peu de productivité et d'efficacité, c'est un peu là où tu vas vraiment gagner énormément, quoi. Ok, merci. Donc, tu peux te lancer, Olivier, tu peux démarrer dès maintenant. Ah ouais, j'avais commencé un peu à faire un truc du genre, mais enfin, je pense que j'ai pas vraiment encore acquis la méthodologie même pour le faire, puisque j'ai tendance à avoir des notes à droite, à gauche, et du coup, j'ai tendance à me perdre du coup. C'est ça qui est impressionnant, enfin, qui m'a impressionné du coup dans tout ça, c'est que bah, tu sais où tes notes sont, on va dire. Tu sais, quand tu as besoin d'un truc, tu sais où le chercher. Ouais. Après, peut-être je me trompe et c'est qu'une impression que tu as donnée pendant la présentation, mais Non. Non, mais tu viens de faire une remarque qui est très pertinente. En effet, je connais beaucoup de gens d'ailleurs quand parfois je vais dans les entreprises ou que je discute un peu avec d'autres gars qui font soit du pentest ou du red team, ils me disent bah on a presque le même niveau, mais je suis pas aussi organisé que toi. Et c'est très 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 important. Enfin, vraiment, tu vois, de pas prendre un peu des notes à droite et à gauche, mais vraiment déjà de centraliser ça, mais surtout en fait de comprendre vraiment le concept du coup du second brain et vraiment de la prise de notes. En fait, une prise de notes, c'est pas quelque chose comme ça que tu vas prendre juste dans un truc, vraiment que ça ait du sens et surtout que ça puisse être relié à d'autres choses, histoire que tu puisses vraiment naviguer à l'intérieur et surtout, enfin, bah certes il y a ça, mais il y a aussi, bah du coup, je l'ai peut-être montré de manière très sommaire, mais du coup, le petit autre outil que j'ai développé aussi qui est en Bash, qui me permet aussi bah, d'aller récupérer dans tout, de faire un peu aussi du pattern matching, bah, soit sur des mots-clés, soit sur une phrase, soit sur un fichier. Donc automatiquement d'être vraiment pertinent, quoi. Donc c'est vraiment là où qui va être vraiment, on va dire le secret même de la prise de notes et sa pertinence, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a des gens qui vont un peu prendre des notes à droite et à gauche, mais finalement ne vont pas éventuellement bah, soit te retrouver peut-être un peu ton cas Olivier, mais vraiment c'est ça, quoi. Vraiment comprendre la méthodologie, le principe derrière pour être pratique et ne pas surtout aussi hésiter en fait à rajouter ça avec aussi du coup bah, des mind maps dans mes notes aussi. Bah, je l'ai pas forcément montré, mais j'ai aussi parfois aussi un peu bah, des mind maps qui sont parfois beaucoup plus visuels quand je vais faire soit des présentations à des tout petits ou encore un peu à des comités de direction où là il y a quand même besoin d'être un peu plus visuel, un peu plus de ce genre de choses. Donc en fait c'est vraiment tout ça qui va être un peu une vraie force. Et là dernièrement j'essaie maintenant aussi bah, vu que parfois je passe aussi un peu mon temps à l'extérieur sur mon téléphone, de faire aussi un petit système qui puisse, lorsque j'envoie soit les notes vocales, du coup, de pouvoir un peu les synthétiser à l'intérieur, ou soit aussi des notes qui automatiquement ensuite aillent se connecter du coup, sur une API. Et quand je reviens sur mon poste en local, parce qu'en fait toutes ces notes-là pour le coup sont totalement en local, automatiquement du coup se synchronisent et puis prennent ça, quoi. Donc ça c'est un peu le projet de cet été-là quand je serai je sais pas soit en montagne que je pourrais un peu sortir mon PC totalement déconnecté, voilà, coder commencer un peu à réfléchir à ça et du coup coder à terme la solution, quoi. Merci beaucoup. merci. Ça te donne des idées, Olivier, là. Ouais, Ouais, ça non, germe. mais là, ça va passer en top de ma to-do list, l'organisation, parce que c'est vrai que je perds beaucoup de temps à chercher plein de trucs et voilà, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, bah, si là, Fabrice,
Ah, Je suis enfin. responsable sécu à la SH à la mer. Alors, bon, je m'intéresse à la cyber depuis plus de 5 ans, 6 ans. Mais moi, contrairement à la plupart de mes homologues, comme pour faire du football, la plupart aiment être attaquants, mais moi, je préfère la défense, quoi. Et quels sont les conseils pour s'améliorer côté Blue Team, quoi? Parce que je fais ma veille effectivement sur Twitter, surtout sur le côté anglo-saxon. Je suis pas encore russe, mais comment je peux améliorer surtout cette côté bleu? Parce que souvent on entend le rouge, et ça fait plus sexy d'être avant-centre, de marquer, mais voilà quoi. Non, mais merci Fabrice pour tes questions. Bah écoute, le bleu aujourd'hui commence aussi un peu à avoir le vent en poupe, parce que déjà pour faire du bleu, il faut déjà savoir comment attaquer, et déjà surtout avoir quelques bons, enfin, même si on ne sait pas forcément comment bien attaquer, en tout cas vraiment avoir une bonne notion de l'attaque, de pas mal de concepts, et le bleu commence à vraiment avoir de plus en plus le vent en poupe. Je ne l'ai pas forcément dit comme ça, mais dans la plupart du temps, après pas mal en fait de réponses à incidents, bah, une des choses qu'on fait aujourd'hui le plus avec d'autres en fait de méga, c'est ce qu'on appelle un peu du enterprise hardening, où là on demande un peu à la boîte concrètement de nous donner vraiment les clés de la maison, donc vraiment les clés du joyau. Donc là on va vraiment hardener l'Active Directory. D'ailleurs, si j'ai un petit conseil à te donner, Fabrice, du coup, pour aussi bien pour Ouais, ta culture ouais. personnelle, mais aussi vraiment d'entreprise, qui vraiment va totalement faire la différence dans les mois à venir et dans les années à venir, c'est vraiment de te baser sur ce qu'on appelle le tiering model, donc l'administration. C'est en cours. C'est en Ça, cours. Il y a oui, Debug Privilege qui a fait une belle doc sur le tiers 1, tiers 2 et tiers 0 et avec l'architecture étendue. Et on est en cours avec un bastion derrière. Justement, on est en train de blinder tout ce qui est hardening, Active Directory, Windows, je m'en suis occupé. Là, je vais m'occuper de la partie Citrix et même de Linux en mettant AppArmor ou SE Linux, quoi. Mais effectivement, je me suis dit le hardening. Donc, nous, la difficulté, c'est qu'on a différentes plateformes. On va de la S400 à du Citrix, bref, on a de quoi faire. Mais du coup, on est en train de monter effectivement. Alors, c'est un peu comme Sébastien, il faut s'organiser aussi. Moi, j'ai des notes de partout de Notepad, mais effectivement, c'est le durcissement. Et au départ, j'ai essayé il y a 2 ou 3 ans de trouver des experts d'utilisation Active Directory en France. J'en ai pas trouvé. J'ai tapé chez Hard Security, mais il me disait bon, ils sont marchés qu'aux États-Unis. Ben, en apprenant, en montant un lab, maintenant c'est bon, quoi. Je vois ce qu'il faut faire, quoi. Et effectivement, on est en train de monter le tier 1 c'est un changement de culture, mais pour mes admins, c'est ce qu'on fait. eh ben, super. Toi qui voulais maintenant un peu un contact, tu vois, de gars qui font vraiment du hardening à un autre level. Aujourd'hui, voilà, tu as mon contact et autres. Ah bah, Faudra- j'hésiterai pas alors. tu peux J'hésiterai pouvoir pas faire si un jour. et vraiment du coup sur la partie un peu hardening, aujourd'hui, il y a vraiment très peu de gens qui le savent et surtout en fait très peu de personnes qui savent comment venir un peu sécuriser une entreprise. Et en fait, aujourd'hui, tu as beau avoir des systèmes d'information, vraiment des meilleures solutions, si tu penses pas vraiment à ce qui se passe en intérieur, si tu penses pas un peu ceinture et bretelle, comme j'aime un peu le dire, ce qu'on appelle vraiment concrètement la défense en profondeur, tu es vraiment dans la merde. Aujourd'hui, du coup, les cyberattaquants, ils vont rentrer, ils vont totalement te poutrer, ton système, il va être vraiment à terre. Donc le but, c'est vraiment de penser hardening, et le hardening, c'est un vrai métier en soi, et du coup, ça demande beaucoup, 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 beaucoup de connaissances, aussi vraiment aussi, concrètement, de se mettre un peu parfois en totale remise en question, parfois un peu se dire là j'ai pas du tout compris un peu ce concept-là, comment en effet ce concept-là que j'ai lu, éventuellement que j'ai commencé un peu à expérimenter dans mon lab, comment en fait il va venir s'intégrer dans mon truc, et parfois ça demande vraiment du temps. Typiquement, il y a une mission qu'on a faite avec du coup mes 2 autres fidèles acolytes. On est passé 6 mois sur un système français en fait où là on a vraiment sécurisé. Du coup ça nous a pris 6 mois et donc des nuits entières. Donc pareil aussi ça aussi énormément de docs là-dessus sur comment on peut faire du hardening concrètement au niveau du tiers 0, du tiers 1, du tiers 2, ce qu'on va mettre un peu à l'intérieur, les différentes politiques un peu par rapport un peu enfin, au Kerberos, comment aussi on va mettre en place les postes d'administration. Autre truc aussi, par exemple, en fait, un truc tout camp que je vais donner, que tu as peut-être dû expérimenter, ou je sais pas encore si c'était elle est encore très loin au niveau du hardening. Aujourd'hui, qu'on parle un peu du RDP, c'est une des méthodes les plus classiques. En fait, un protocole safe entre guillemets que Microsoft met en place pour administrer différents équipements, différents postes en fait au sein vraiment de la structure. Mais comment toi du coup je pose la question, mais aussi la question aux autres, mais comment tu fais concrètement quand en fait des cyberattaquants vont venir en fait utiliser le RDP, comment tu t'assures en effet que pour savoir que c'est un cyberattaquant et pas du tout un ennemi. Tu vois, et ça Ah ben, concrètement. le RDP, c'est la question qui m'emmerde.
Alors pour l'instant, je voulais changer le port, mais dans la doc de Microsoft, il y a les pros Ah, et puis de toute façon, c'est de la par obscurité. Donc ce que je fais pour l'instant, c'est que le RDP, je l'active pas. Je demande au prestataire de m'envoyer un mail et quand il a besoin, on l'active à la demande. Je vais être honnête, pour l'instant, j'ai voulu mettre d'autres systèmes, mais j'ai jamais été encore satisfait que ce soit de l'authentification multifacteur. Mais tu vois, ça fera l'objet. Je demanderai à Shafik ton mail parce que je pense qu'on fera sûrement affaire là-dessus. Mais c'est un des fameux problèmes, ce putain de MSTSC. Voilà, quoi. Et bah, ouais, concrètement, concrètement, du coup, bah, je vais pas liker, mais concrètement, en fait, tu as les moyens aujourd'hui bah, de savoir en effet est-ce que c'est légitime ou pas légitime, quoi. Et tu vois, tout ça, ça quand même nécessite un bon niveau déjà de hauteur, savoir un peu bah, en termes un peu d'attaque. J'en parlais aussi très rapidement lors de l'intro, de la fameuse cyber kill chain, pareil aussi par rapport aussi au TTP, donc technique and procedure. Savoir bah, concrètement, à un moment donné, bah, qu'est-ce qui va être un peu le déclenchement de ton MSTSC. Est-ce que le MSTSC lui-même va pas être un peu suite à une récupération du credential, soit sur du passage, soit du Midoka, soit éventuellement ouais. du ticket du Kerbersting. En fait, tu as énormément de choses. C'est vraiment en fait seulement quand tu as vraiment tous ces éléments-là que tu peux commencer à mettre en place ce qu'on appelle du vrai hardening, mais pas en fait juste des trucs totalement bancals parce que tu as lu un truc qui t'a semblé sur le coup bon, alors que tu n'as pas vraiment toute la vision un peu haute qui fait que bah, si les gars sont là, s'ils sont très bons, en fait, bah, ils bypassent absolument tout. Quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bah, du coup, tu disais à juste titre, hein, faire de la défense, c'est hyper compliqué parce que bah, les attaquants n'auront besoin en fait qu'une petite vulnérabilité, un petit truc que toi, tu n'auras pas vu, ce qui passe totalement en fait au dessin un peu de tes radars et en fait, tu es totalement dans la panade. J'aime bien prendre un peu aujourd'hui aussi l'exemple des whitelists et des blacklists. Beaucoup de WAF, pour avoir bossé beaucoup sur les WAF à un moment donné par rapport aussi aux IDS aussi, un peu bah, soit du bug bounty ou des programmes privés, il fallait un peu tester la sécurité et tout ça. Beaucoup en fait de ces produits-là se basent un peu sur des blacklists. Et les blacklists en vrai c'est hyper mal parce que jamais tu seras exhaustif. Jamais en fait à un moment donné, bah je sais pas, tu vas pas recevoir quelque chose que soit niveau logiciel ou soit niveau matériel, tu peux pas du tout gérer, du coup qui va soit faire cracher ou soit provoquer un débordement au niveau de la pile, bah, du coup pour tout ce qui va être un peu buffer overflow, use after free, bah, ce genre de conneries là, ou tout simplement en fait des vulnérabilités beaucoup plus web. Et du coup en fait le but c'est beaucoup plus de se baser sur des whitelists, donc des choses que tu es sûr et certain, en tout cas, tu sais que ton application, soit elle attend ça pour partir, soit du coup, si elle voit pas ça, ok, c'est pas grave. Du coup, tant que tu ne demandes pas du coup que c'est pas toi qui parle avec moi, ou c'est pas du coup Shafik, ou c'est pas Seb, ou Olivier, en fait, du coup, bah, je te laisse passer. Du coup, moi, je sais que j'ai que ces 5 personnes-là sur ma liste. Du coup, je vais pas commencer à dire, bah, je vais un peu accepter toutes les personnes. Non, enfin, du coup, je sais que j'ai 5 personnes-là. Du coup, si ces 5 personnes-là ne mentent pas patte blanche, elles passent pas, quoi. Donc, c'est aussi pareil aussi pour le hardening, mais le hardening, c'est encore un tout autre sujet. Voilà. Je vais m'arrêter là, sinon on pourrait passer du temps. Ok, ben merci. Je prendrai ton mail pour échanger Ouais. là-dessus parce que c'est un sujet moi qui m'intéresse, quoi. Et peut-être Parfait. qu'une PKI d'entreprise aussi, c'est pas mal. Quand on a Ouais, un bah, Active Directory. nous on a une PKI à 2 tiers. Nous on a une PKI à 2 tiers. Un le racine qui est éteint et hors domaine, et l'autre la sub bah, qui est dans le domaine, Ah, quoi. ok. Ah, bien. Ah bah Autorité de certification offline, c'est bien. c'est le minimum, quoi. Ah, tout le Je- monde ne le fait pas, hein. Il y a déjà du Ah monde. bah ouais, Tout le bah monde nous n'en c'est a le pas minimum. une déjà. Ah ouais, bah ouais, non, c'est le minimum. Et comme dit, je suis d'accord avec Clément, le tiers, le modèle d'architecture tiers, voire étendu pour le cloud, bah, c'est important de nos jours, quoi. Ouais, c'est Hmm. clair. Une question, Gilles. Encore, bah, je suis désolé, ensuite je vais avoir un autre impératif, on a encore Ah, 12 alors, minutes. combien? Encore 12 minutes. Ah, parfait, c'est parfait ça. Gilles, pose ta question. Active le micro, Gilles. Gilles, si tu m'entends. T'as levé la main, Gilles. Est-ce que tu es avec nous, Gilles, ou pas? Bon. T'arrives pas à activer le micro? Ah, enfin. Allô? Ouais, c'est bon, on t'entend. Oui, bonjour. Oui, alors Gilles Dorval, ancien élève à l'Expernet. Aujourd'hui, je suis chez Exa Réunion, cabinet de commissaire aux comptes, et je fais partie du département audit et sécurité, où on réalise des missions de pentest, mais aussi des audits. Moi, j'aurais deux petites questions. Première question, qu'est-ce que tu penses des certifs, que ce soit l'OSCP, CEH, etc. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est essentiel?
Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde du travail? Ok, bah tu veux que je réponde maintenant ou tu veux les poser La dessus? deuxième? Et la deuxième question, c'était est-ce que est-ce que tu as un GitHub pour éventuellement avoir quelques outils Ok, je vais commencer à répondre par la. Ah, ça résonne, Gilles, il faut que tu coupes le micro. Ouais, Vas-y, nickel. c'est bon. Bah, je vais commencer à répondre à ta première question, Gilles. Les certifications, il y a deux moyens de les lire. La première, c'est sans quoi tu débutes, ou tu as besoin peut-être un peu d'un cadre, vraiment d'aller un peu plus loin, d'en faire, ou que tu as vraiment peut-être envie un peu de postuler à certains postes. C'est bien, mais aujourd'hui, du coup, de manière générale, je conseille beaucoup plus l'OSCP que la CEH. La CEH, c'est pas très intéressant. Donc aujourd'hui, vraiment, l'OSCP, c'est un très 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 bon début. Puis après, quand on a vraiment envie d'aller un peu plus loin, du coup, soit passer la CIPENT, ou alors qu'on a fait l'OSCE, donc pour la Expert, qui est encore vraiment un niveau au-dessus. Et sinon, dans l'autre truc, concrètement, moi, du coup, je vais donner mon exemple, hein. Moi, j'ai jamais passé de certif pour la simple et bonne raison que quand j'ai pu un peu vraiment, mettre un peu vraiment les mains dans le cambouis, me casser les dents à différents niveaux, du coup, j'ai pu un peu démontrer par ça. Et il m'est arrivé seulement 2 fois dans ma carrière qu'on me demande un peu les services du coup des certifs. Du coup, j'ai dit que j'en avais pas et que je comptais pas en passer. On m'a demandé le pourquoi, puis après, voilà, les gens ont un tout petit peu compris et surtout ont vu. Aujourd'hui, du coup, moi, j'ai pas de certif et je compte pas. Et je compte pas en passer. Mais de manière générale, non, les certifs, c'est vraiment quelque chose de bon. Mais vraiment, du coup, si tu veux la faire, commence vraiment par l'OSCE et non, par l'OSCP. Et OSCP. du coup, ne perds pas ton temps avec la CEH. La CEH, en vrai, elle sert pas à grand chose, quoi. Puis après, pour la deuxième, Le euh, GitHub. oui, j'ai un GitHub, mais sur mon GitHub, je publie plus rien là-dessus, vu que, euh, comment dire, de manière simple à la fois, du coup, après, il y a certains outils, parfois, en fait, quand je trouve qu'il y a une utilité publique, soit je fais un petit blogspot sur mon blog ou autre, je le fais, mais sinon, en fait, tous les trucs là, c'est vraiment quelque chose où j'ai passé du temps, donc c'est beaucoup plus, en fait, quelque chose qui est là, qui fait un peu partie, du coup, de mon patrimoine immatériel, et voilà, donc que je centralise, quoi. Donc non, tu les retrouveras pas sur mon GitHub, quoi. Je suis désolé. Ok, ça marche. Merci. Merci. Ah, ça résonne toujours. Tanguy, est-ce que tu as une petite question? Il y a François aussi qui nous a rejoint. Carole, tiens. Carole Fontaine, Madame Fontaine. Moi, je dis juste merci beaucoup, c'était très intéressant. C'est François, collègue de Sébastien. Très intéressant. Tout le plaisir a été pour moi, voilà. Donc là, c'était vraiment le Merci. but d'échanger, voilà, vraiment Mais à bientôt. J'en dis Voilà. pas plus. Voilà. Ah, ok. Carole, Carole, si tu nous entends, une petite question ou est-ce qu'elle nous entend? Je ne sais pas si elle est là. Tanguy? Non? Je pense que Tanguy est beaucoup trop timide. Ouais. Ah, Non, il n'est pas timide, Tanguy. Non, je suis pas timide. Non, j'ai une autre question. Hein. Ouais. Attends, il y a Tanguy d'abord. Sébastien. Alors, Vas-y. au niveau du cabinet EXA, donc oui, je suis collègue à Gilles. Non, j'avais pas de questions, juste pareil que les autres. Vous remercier pour l'intervention. C'était super intéressant. La méthodologie surtout, donc la centralisation des infos. C'est vrai que c'est quelque chose où toujours ça nous fait défaut en tant que professionnel aussi, de récolter des informations et j'aime pouvoir revenir dessus après. Donc non, pas de questions forcément, mais un grand merci. Sébastien, ta question? Ouais, Merci, alors moi Tanguy. j'ai bien compris l'intérêt du scrapping depuis longtemps et pour tout te dire, j'avais même monté un petit POC pour pouvoir récolter des infos sur le Darknet, chose que j'ai pas maintenue ma foi, ça fera peut-être l'objet d'une révision, un de ces quatre. La question, c'est en fait, tu t'y prends comment pour browser et recueillir de l'info sur le Darknet, sans forcément rentrer dans les détails, mais t'es créé ton propre outil pour browser ou tu t'appuies sur des choses existantes Qu'on a fait que du fait maison, mais ce fait maison là, il a quand même forcément dû partir un peu d'une base. En fait, avant,
peut-être la première chose un peu à dire sur la question que tu as posée, un peu le constat aussi que tu as dressé, Seb, c'est que on entend beaucoup parler aussi un peu du dark web, du deep web, mais en fait, tout ça aussi, il y a un vrai mode d'utilisation. Je vais prendre un autre parallèle, une autre métaphore. J'aime beaucoup les métaphores. C'est comme si, là maintenant, avec le déconfinement, la réouverture des restos, tu décides d'aller un peu au resto entre potes. Et donc là, vraiment, de prendre un excellent bon repas. Ok, donc là, ça se fait. Et là, bah, tu vois, le repas que tu as pris, mais c'est hyper bon. Et du coup, tu dis vraiment à tes potes, tu sais quoi, dimanche prochain, je vous refais le même chez moi. Je sais plus ou moins, je sais pas, qu'il y a des tomates, qu'il y a des carottes, qu'il y a eu un peu de la souris d'agneau, ce genre de choses-là. Ok, et donc là, le dimanche, tu te lèves de manière assez tôt, tu vas chez le boucher, le marché, tu fais absolument plus ou moins en fait, voilà, les courses, les légumes et autres ingrédients que tu avais dans la recette. Et après 3 heures, voilà, vraiment, tes potes, ils arrivent en plus avec une bonne bouteille. Et là, patatras, le résultat, il n'est pas du tout au rendez-vous. Pour la simple et bonne raison que tu n'as pas du tout eu la bonne recette, mais surtout aussi un peu l'étape à étape pour préparer cette recette-là, quoi. En fait, c'est pareil sur le dark web. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent un peu le dark web et autres, mais très peu de gens savent un peu comment naviguer au travers du dark web. Et moi aussi, au début, je ne savais pas du tout comment naviguer parce qu'il y a aussi vraiment des codes à avoir, du coup, savoir comment récupérer du coup les bons onions, les bons points TO, comment en fait être là au bon moment pour un peu venir rebondir sur des forums qui sont totalement temporaires, soit pour 24 heures, soit pour 48 heures, soit pour une durée définie. Une fois que tu as ça, derrière, comment tu vas commencer un peu à intellectualiser, théoriser ça du coup sur le papier ou en termes un peu d'algorithmie avant vraiment de passer sur ça. Du coup, j'ai vraiment dû faire un peu tout ce travail-là, récupérer aussi pas mal d'informations autour de ça, savoir quels sont les bons moyens pour le faire, mais c'est pas tout aussi. Lorsque tu commences un peu à faire du scrapping sur le dark web, c'est pas du tout la même chose que le scrapping sur le web, quoi. Donc les temps un peu de réponse, ils sont beaucoup plus lents, parfois beaucoup plus lents. Il faut que tu aies une bonne connexion, il faut aussi éventuellement que tu puisses repasser par pas mal de proxys, mais des proxys qui aient une bonne confiance et réputation, qui ne soient pas non plus trop lents. Donc il y a vraiment tout ce travail-là en amont un peu à le faire avant de commencer à récupérer l'information à proprement parler. Mais encore, ça c'est encore autre chose. Une fois que tu as un peu réglé ces petites questions-là, on va dire d'ordre un tout petit peu et logistique, qu'est-ce que toi finalement qui va t'intéresser? Est-ce que ça va plus être un peu de récupérer des données de manière générale, en fait des choses qui vont être postées sur ce que je dis un peu du coup sur ces forums ou canaux qui vont être totalement temporaires, ou au contraire, est-ce que ça va un peu être ton but, toi, du coup, de faire un peu du follow-up pour ensuite intégrer d'autres cercles qui sont parfois un peu plus privés, qui vont demander beaucoup plus de temps. Donc, du coup, tu as tout ça, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, c'est un gros boulot encore. Hein, putain. Enfin, vu que tu es aussi passionné pour moi, tu vois, ça, c'est pas un souci, quoi. Faut juste que tu commences tranquillement et puis ça le fait. Ouais, c'est ça. Ok, juste alors pour ceux qui ne l'ont pas en contact, je vais partager, si tu permets, ton profil LinkedIn. Totalement, ouais, avec joie, ouais. Le profil aussi sur Twitter. Non, avec Twitter aussi. Moi, je voudrais savoir juste pour finir, c'est tes prochaines, il n'y a pas publication, mais en tout cas, où est-ce qu'on te voit, prochain event ou... Parce que effectivement, j'ai vu que tu as fait le CAF, donc malheureusement, j'ai pas pu suivre parce que j'étais occupé, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Prochain event, et ensuite, je sais que, je pense que tu es au courant, tu dois connaître au niveau africain, il y a peut-être que Didier t'en a parlé, de la PAC. Ouais, Euh, j'ai entendu un peu parler de tout ça. Enfin, du coup, beaucoup. voilà, qui sont très intéressés, qui aimeraient bien que tu en fasses partie. Donc l'association panafricaine de cybersécurité. Il y a Didier, il y a d'autres experts au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France également. Donc je te partagerai le lien si je sais qu'ils ont un WhatsApp où ils partagent beaucoup de choses. Ils ont aussi pas mal de monde qui sont aux États-Unis. Donc c'est assez intéressant, comme tu t'intéresses beaucoup à ce qui se passe en Afrique. Ça permet de voir aussi peut-être d'autres acteurs qui ne sont pas dans les autres groupements. Voilà, moi c'est surtout ça, savoir un peu où est-ce que les prochains events pour toi et où est-ce on peut te suivre parce que c'est vraiment très très enrichissant de t'écouter. Mais vraiment, moi j'ai vraiment apprécié la session. Donc
Eh ben écoute, déjà, avant de vous remercier tous, beaucoup de choses déjà en cours et à venir actuellement qui n'a rien à voir avec la cybersécurité, mais qui a aussi tout à voir avec la cybersécurité. Je m'engage de plus en plus aussi un peu pour les jeunes, mais pas pour la formation, mais pour la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. on parle vraiment beaucoup des cyberattaques, mais assez souvent, on oublie un peu cet aspect-là aussi, cybersécurité pour les jeunes, cyberharcèlement. Donc, ouais, j'ai déjà quelques initiatives qui commencent à prendre de l'ampleur, soit au niveau de ma région, et même là, du coup, tout dernièrement, je vois du coup avec l'ANSSI où il va y avoir du coup un petit truc qui va être fait avec eux sur ces notions un peu du coup du permis cyber. Pour prendre un exemple, en fait, du coup, les enfants dès le CM2, 6e, début du collège, passent un peu ce qu'ils appellent un peu le permis piéton. Donc, concrètement, on va leur apprendre avant de traverser la route, il faut que déjà le feu, que le bonhomme soit bien passé du rouge au vert, mais c'est pas suffisant de regarder à droite, à gauche, qu'il n'y ait pas non plus de voitures qui arrivent avant vraiment de traverser, d'avoir un peu voilà, ces réflexes-là, du coup, dans la rue, vraiment de toujours bien marcher sur le trottoir et autres. Et par rapport un peu à tout ce qui va être un peu cybersécurité, il y a beaucoup de choses en fait, il y a presque rien, quoi. Et donc, dernièrement, j'ai commencé aussi à faire des choses autour de ça, sinon des choses aussi qui viennent toujours par rapport à l'Afrique, mais là, c'est toujours en termes de pourparlers, dans quelques pays de la sous-région, en espérant que ça puisse se faire, et sinon dans des podcasts et autres choses à venir, quoi. Voilà. Et donc maintenant, ouais, à mon tour, vraiment, merci encore, Shafik, de ton invitation. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à venir échanger avec vous, même si Merci à toi. parfois il y a des choses qui étaient un peu trop rapides, trop techniques, mais voilà, le but c'était un peu Ah, de de toute montrer façon, on toutes ces aura choses. l'occasion de refaire. Nous, j'avais lancé l'année dernière là, avec Sébastien, il y avait Tanguy, il y avait pas mal de monde, le Geotech Days, dans la zone de l'océan Indien. Et normalement, la prochaine édition, c'est au mois de décembre, donc décembre 2021. Et ça serait avec plaisir, effectivement, si tu peux venir nous faire un un petit sujet, nous traiter un petit sujet, ça serait avec plaisir. Donc, je t'enverrai l'invitation si tu peux y participer. Ça Euh, marche. voilà. Mais vraiment, un grand merci à nouveau. Je pense que clairement, tout le monde a apprécié cette session. De ouf. Euh, je vais, comme je t'ai dit, là, je vais sûrement partager la vidéo pour que les gens puissent avoir tous ces éléments, tous ces infos en matière de gestion, en matière de documentation, parce que je pense que c'est un des gros problèmes que tout le monde a. Et là, tu nous as donné une belle leçon. On a appris pas mal de choses là-dessus. Un grand merci encore et à bientôt. À bientôt, salut, portez-vous bien. Merci. Est-ce Donc, je qu'il vais aura partager l'occasion de si tu revenir permets. quand même nous parler ou pas? Hein? Parce que c'était vraiment intéressant. Qu'est-ce Est-ce que qu'il tu aura disais? l'occasion de revenir nous parler parce que c'était intéressant? Ah Parce oui. que moi-même, avec les autres intervenants, bon, je dormais un peu, mais lui, ça va, franchement, c'était top. Merci. Ok. Florian la menace. Bah, écoute, t'envoies le billet, Florian, aussi. N'hésite Le pas. billet, pas de souci, le logement aussi, s'il faut. Ok, bah À voilà. très Donc, vite tu les amis, vois. portez-vous bien. À Salut. bientôt. Merci. Merci. Salut Clément. Voilà, donc un grand merci tous ceux qui nous ont rejoints sur cette session. Et à bientôt, Seb, Tanguy. Merci, Euh, Shafik. salut Seb, à très bientôt. À bientôt. Fabrice, Merci, à bientôt. à bientôt, à très bientôt. À